Bonjour à tous. Le thème qui nous réunit aujourd'hui concerne la notion de service public. Alors, notion évidemment extrêmement importante en droit administratif, et notion que nous allons aborder dans une double perspective. Premier point, nous allons revenir sur les critères d'identification du service public. À partir de quel moment une activité peut-elle être considérée comme une activité de service public? Second point, nous allons revenir sur la binarité du service public. Vous le savez, le service public peut être soit un SPA, un service public administratif, il peut être également un SPIC, un service public industriel et commercial. Donc à partir de quel moment s'agit-il d'un SPA? À partir de quel moment s'agit-il d'un SPIC? Et quel est l'intérêt de cette distinction? Quelle en est la portée? Et c'est ce que nous verrons dans un second temps. Premier temps, les critères d'identification du service public. Alors, cette notion de service public a été remarquablement définie par le professeur René Chaput. Et que nous disait le professeur Chaput? Il considérait qu'une activité de service public est, je cite le professeur Chaput, une activité de service public est une activité d'intérêt général, assurée ou assumée par une personne publique. Bon. Alors, cette définition est intéressante parce qu'elle met en exergue assez clairement les deux critères majeurs du service public. Le premier critère, c'est le critère matériel, ce que certains évoquent également comme étant le critère finaliste, à savoir l'intérêt général. Donc pour qu'il y ait service public, il faut qu'il y ait une activité d'intérêt général. Le problème, c'est de savoir à partir de quel moment une activité est une activité d'intérêt général. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette notion d'intérêt général, elle est évolutive. Deux exemples permettent de le démontrer. Premier exemple, c'est le domaine culturel. Le Conseil d'État, en 1916, dans son arrêt Astruc, a refusé de considérer que l'activité du théâtre des Champs-Élysées est une activité d'intérêt général. Par là même, le Conseil d'État a refusé de voir dans cette mission une mission de service public. Voilà, c'est la position du Conseil d'État en 1916 dans cet arrêt Astruc, arrêt qui est connu essentiellement à cause de son annotateur, à savoir le doyen Henriot. Mais peu de temps après, c'est-à-dire en 1923, le Conseil d'État opère un revirement de jurisprudence, puisque dans son arrêt Gueuzy, le Conseil d'État considère que l'activité de l'Opéra Comique de Paris est une activité d'intérêt général, et par là même que l'Opéra Comique de Paris assume une mission de service public. On voit bien l'évolution. Autre domaine marqué par une profonde évolution, c'est le domaine des jeux de hasard. Il y a une très forte jurisprudence en la matière, et en la matière, donc le Conseil d'État, en 1948, dans son arrêt en grand, avait considéré que la loterie nationale assume une mission d'intérêt général et donc de service public. Mais sur ce même sujet, le Conseil d'État, en 1999, il s'agit cette fois de la Française des Jeux, le Conseil d'État, donc en 1999, dans son arrêt Rollin, a refusé de considérer que l'activité de la Française des Jeux est une activité d'intérêt général et donc que la mission est une mission de service public. Voilà. Donc tout cela pour dire que cette notion d'intérêt général, elle est profondément évolutive, que cette notion d'intérêt général aussi a un caractère profondément relatif. On pourrait d'ailleurs donner un exemple avec un arrêt du tribunal des conflits de 1985 qui est l'arrêt Laurent. Et dans cet arrêt de 1985, le tribunal des conflits n'a pas hésité à considérer qu'une activité de lâcher de taureaux dans le sud de la France, donc dans le cadre d'une fête traditionnelle, une activité de lâcher de taureaux est une activité d'intérêt général et donc de service public. Tout cela, je le répète, parce qu'il s'agit d'une fête traditionnelle. Mais donc, cela signifie que la même activité, dans le nord de la France, c'est-à-dire là où il ne s'agit pas d'une fête traditionnelle, eh bien la même activité ne serait pas une activité d'intérêt général et donc ne serait pas non plus une activité de service public. Ce qui démontre clairement, effectivement, le caractère profondément relatif de la notion d'intérêt général. Second critère, c'est le critère organique. Le professeur Chaput le dit, une activité de service public, c'est une activité qui est assurée ou assumée par une personne publique. Bon. Alors, assurée, cela veut dire que la personne publique va prendre en charge elle-même l'activité effectivement d'intérêt général. Mais assumée, cela signifie que des personnes privées, évidemment sous le contrôle de la personne publique, mais des personnes privées peuvent être chargées de gérer des activités de service public. Voilà.
Et là, le Conseil d'État l'a admis assez rapidement, puisque le Conseil d'État, notamment en 1938, dans son arrêt caisse primaire et des protections, a admis qu'une personne privée puisse être chargée de gérer un service public, en l'occurrence un service public administratif. Bon. Mais le problème, c'est de déterminer à partir de quel moment l'activité gérée par une personne privée est une activité de service public. Quels sont les critères? Bon. Alors, 3 arrêts nous permettent de constater l'évolution de la jurisprudence en la matière. Le premier arrêt, c'est évidemment l'arrêt Narcy de 1963. Et que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt Narcy de 1963? Il nous dit qu'une activité gérée par une personne privée est une activité de service public si 3 critères, 3 indices au moins, sont réunis. L'intérêt général, le contrôle de l'activité menée par la personne privée par la personne publique, donc contrôle par la personne publique, et 3e élément, la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Bon. Intérêt général, contrôle, prérogatives de puissance publique. Ce sont les 3 éléments que met en exergue le Conseil d'État dans cet arrêt de 1963. Le problème, c'est que la jurisprudence en la matière a été assez évolutive. Et le Conseil d'État, en 1990, a rendu son arrêt Ville de Melun. Là encore, il s'agissait de savoir si l'activité gérée par une association était une activité de service public. Bon. Et que nous dit le Conseil d'État? Eh bien, dans cet arrêt de 1990, le Conseil d'État semble se limiter à 2 critères pour identifier une mission de service public gérée par une personne privée. 2 critères, à savoir l'intérêt général, d'une part, et d'autre part, le contrôle exercé par la personne publique sur cette personne privée. En d'autres termes, le Conseil d'État, dans cet arrêt de 1990, semble s'exonérer du critère des prérogatives de puissance publique. Voilà. Alors, attention, parce que sur ce point, la doctrine est quand même extrêmement partagée. Certains auteurs éminents considèrent qu'effectivement, c'est l'abandon du critère des prérogatives de puissance publique, puisqu'après tout, là, le Conseil d'État identifie un service public sans rechercher de prérogatives de puissance publique. Maintenant, d'autres auteurs, non moins éminents, considèrent que ce n'est pas véritablement une remise en cause du critère des prérogatives de puissance publique, ce n'est pas une véritable remise en cause. Parce que l'association dont il était question dans cette affaire, Ville de Melun, l'association en réalité était présidée par le maire, l'association était subventionnée par la commune, les membres du conseil d'administration de l'association étaient tous des élus municipaux. En d'autres termes, cette association était totalement imbriquée dans la sphère communale. En d'autres termes, à travers cette association, c'est la commune qui agissait. On dirait aujourd'hui peut-être que l'association était transparente. Or, si on considère qu'à travers l'association, c'est la personne publique qui agit, si l'on considère qu'une personne publique est naturellement dotée de prérogatives de puissance publique, cela permet peut-être d'expliquer ici le fait que le Conseil d'État n'ait pas recherché de prérogatives de puissance publique. Peut-être est-ce uniquement lié, effectivement, à la situation de cette association, à cette imbrication de l'association dans la sphère communale. Bon, toujours est-il que la doctrine est très partagée. La doctrine est en la matière partagée, et donc il a bien fallu que le Conseil d'État clarifie les choses. Alors ça a été chose faite avec un arrêt intervenu en 2007, et on voit que le Conseil d'État, pour clarifier, prend relativement son temps. Ça a été chose faite avec un arrêt de 2007, qui est évidemment l'arrêt Aprej, arrêt extrêmement connu. Que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt de 2007? Il nous dit, il pose en fait un raisonnement en 3 temps pour identifier une activité de service public gérée par une personne privée. Raisonnement en 3 temps. Premier temps, c'est l'intention du législateur. C'est l'intention du législateur, en d'autres termes, que dit la loi? Quelle est l'intention du législateur? Est-ce que le législateur a entendu confier à cette personne privée une mission de service public? Première chose. Second point. Deuxième point, dans cet arrêt Aprej, dans le silence de la loi, 3 critères devront être réunis. Intérêt général, contrôle de la personne publique sur la personne privée, mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. On retrouve là les critères de Narcy. Intérêt général, contrôle, PPP, ce sont les 3 éléments de l'arrêt Narcy. Et puis, 3e point dans l'arrêt Aprej, que nous dit le Conseil d'État? Il nous dit que
même en l'absence de PPP, il peut tout de même y avoir service public. Si, d'une part, l'activité est une activité d'intérêt général, si, d'autre part, cette activité est contrôlée par la personne publique, et si, enfin, il apparaît que par les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de cette personne privée, la personne publique a entendu lui confier une mission de service public. En d'autres termes, si la personne privée est créée par la personne publique, si cette personne privée fonctionne sous le contrôle de la personne publique, avec des moyens financiers donnés par la personne publique, eh bien, dans ce cas-là, au regard de ces différents indices, ce qu'on appelle souvent la méthode du faisceau d'indices, au regard de ces différents indices, on pourra considérer que l'activité en question est une activité de service public, alors même qu'il n'y a pas de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Voilà. Alors, une fois l'identification du service public assurée, le problème se pose, et c'est le second point dans notre raisonnement, le problème se pose de déterminer la nature de ce service public. S'agit-il d'un SPA? S'agit-il d'un SPIC? Voilà. Alors, on sait que l'origine de la binarité, du caractère binaire du service public, l'origine peut se trouver dans, évidemment, l'arrêt de 1921 du tribunal des conflits, cet arrêt très fameux, Société commerciale de l'Ouest africain, ce qu'on appelle l'arrêt du bac des locas. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez chercher dans l'arrêt, la notion de SPIC n'apparaît pas expressément, elle est sous-jacente, mais elle n'apparaît pas expressément. Et il a fallu attendre un arrêt du Conseil d'État intervenu quelques mois plus tard, mais toujours en 1921, qui est l'arrêt Société Générale d'Armement, pour que le Conseil d'État, cette fois, utilise expressément la notion de SPIC. Bon. Donc, à partir de 1921, est entérinée cette scission du service public entre, d'une part, le SPIC et, d'autre part, le SPA. Voilà. Et la distinction est extrêmement importante parce que de cette distinction et de cette qualification de SPIC ou de SPA va dépendre notamment le juge compétent. Ce que dit l'arrêt du bac des locas, c'est que notamment le contentieux des SPIC relève par principe du juge judiciaire. Le contentieux du SPA relève par principe du juge administratif. Bon. Le problème, c'est que ces différents arrêts de 1921 n'ont pas fixé clairement les critères permettant de distinguer le SPIC du SPA. Et donc, il a fallu attendre l'arrêt de 1956, l'arrêt USIA, Union syndicale des industries aéronautiques, pour que, enfin, le Conseil d'État précise les critères de distinction du SPIC et du SPA. Que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt de 1956 ? Il pose un raisonnement en deux temps. Premier temps, il y a une présomption de SPA. Présomption de SPA, donc on part de l'idée que le service public dont il est question est un service public administratif. Premier point. Mais second point, cette présomption de SPA, cette présomption pourra être renversée, donc on pourra aller vers une qualification de SPIC. Cette présomption pourra être renversée si trois critères sont réunis. L'objet du service, donc si l'objet est celui d'une entreprise privée, on pourra aller vers le SPIC. Le fonctionnement, si le fonctionnement est celui d'une entreprise privée, on ira vers le SPIC. Et le financement. En d'autres termes, si le financement du service public se fait avant tout sur les usagers, on ira plutôt vers une qualification de SPIC. Tandis que si le financement est assuré par l'impôt, par des subventions, on restera dans la qualification de SPA. Voilà. Et selon le professeur Chaput, il faut que ces trois éléments, objet, fonctionnement, financement, soient réunis pour que l'on puisse passer de la qualification de SPA à la qualification de SPIC. Voilà. Et ce que dit le professeur Chaput, c'est que s'il en manque un, on reste à la qualification de SPA. Le problème, c'est que la jurisprudence en la matière a été pour le moins incertaine. Et par exemple, le tribunal des conflits, en 2005, a rendu l'arrêt Alberti Scott, qui pose la question de savoir si le service public de distribution de l'eau est un SPA ou un SPIC. Et dans cet arrêt, le tribunal des conflits considère qu'il s'agit d'un SPIC. Soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme le montre le professeur Lachaume, qui a commenté largement cet arrêt de 2005, ce qui est intéressant, c'est que le tribunal des conflits donc, considère qu'il y a SPIC, mais en se référant uniquement à un critère,
c'est le critère de l'objet. C'est-à-dire que il lui suffit de déterminer ou de considérer que l'objet du service est un objet qui est proche de celui d'une entreprise privée pour admettre la qualification de SPIC, là où le professeur Chaput considérait qu'il fallait les trois. Donc, ça reste relativement incertain, ça reste relativement ambigu, et c'est d'autant plus ambigu que, comme vous le savez, il y a en plus ce qu'on appelle des services publics à double visage, c'est-à-dire des services publics qui sont à la fois des SPA et des SPIC, et puis il y a aussi des services publics à visage inversé, c'est-à-dire des services publics qui font l'objet d'une requalification par le juge administratif qui, par exemple, n'hésite pas à requalifier un SPIC en SPA, ce qui, effectivement, accentue le trouble et les incertitudes en la matière. Et les incertitudes sont d'autant plus grandes que la portée de la distinction SPIC-SPA est parfois source d'incertitude. On l'a vu, normalement, le SPIC relève du juge judiciaire, le SPA relève du juge administratif. Mais on sait qu'il y a des nuances. Et il arrive, par exemple, parfois, que le contentieux des SPIC soit soumis au juge administratif. Deux exemples. Le premier exemple, c'est l'arrêt du Conseil d'État de 1957, arrêt Jalanque de Labo. Que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt de 1957? Il nous dit que le personnel d'un SPIC est soumis au juge judiciaire, classique, sauf le directeur du SPIC et le comptable, si la qualité de comptable public. Voilà. Donc, le personnel d'un SPIC peut, de façon certes limitée, mais de façon réelle, être soumis au juge administratif. Autre exemple, les actes émanant d'un SPIC. Alors, sur ce point, le tribunal des conflits en 1968 a rendu l'arrêt Compagnie Air France contre époux Barbier. Et que nous dit le tribunal des conflits dans cet arrêt de 1968? Il nous dit que les actes pris par une personne privée, en l'occurrence la société Air France, les actes pris par une personne privée gérant un SPIC peuvent être administratifs et donc relevés du juge administratif si ces actes sont relatifs à l'organisation du service public. Voilà. Donc on constate une chose, c'est qu'il y a là effectivement de multiples incertitudes, ce qui peut-être renvoie une nouvelle fois à cette idée d'une crise du service public. Et là, peut-être y a-t-il crise du service public parce que, d'une part, les critères d'identification du service public sont quand même extrêmement complexes. Il y a cette privatisation du service public que l'on a évoquée. Et crise du service public parce que la distinction SPIC-SPA est aujourd'hui incontestablement source d'incertitude. Et elle est d'autant plus source d'incertitude que le droit de l'Union européenne, qui distingue notamment les services marchands et non marchands, le droit de l'Union européenne n'a certainement pas permis de clarifier les critères en la matière. Je vous remercie.